sommaire de ce journal, on évoquera la situation des commerçantes du rond-point du PK12, toujours en attente des solutions après la destruction de leurs espaces de vente. Nous parlerons également de Canal+, qui passe à la vitesse supérieure avec dès aujourd'hui la mise en exécution de la chaîne sportive dénommée A+. Et pour terminer, en sport, la CAF annonce à 24 pays le nombre des nations qualifiées pour la CAN 2019 qui se tiendra au Cameroun. Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au programme de la télévision Shekina. Faisons un bref retour sur la situation des commerçantes du PK12. Souvenez-vous, il y a un mois, notre équipe de reporters s'était rapprochée de ces commerçantes pour cause de déguerpissement. Qu'en est-il à ce jour? Allons-y le savoir dans ce reportage que nous propose Fabiola Mengue. Le marché du PK12 est situé sur la Nationale 1. Il connaît depuis quelque temps un déguerpissement arbitraire des commerçants. La place qui accueillait, semblerait-il, la construction des marchés a été cédée à des Libanais où ces commerçants vendaient leurs vivres frais. Oh, on souffre ici, on souffre beaucoup même. On paye le ticket, la mairie, tout. Et on souffre tous les matins. On vient trouver les choses en bas. Le matin, si on vient encore, on installe. Demain matin, maintenant, on va aller trouver ça tout en bas, là-bas encore. Pour remettre encore, pour venir installer. On souffre mal mauvais. Ils ont dit que le marché est en construction. Tous les Mauritaniens, les Libanais ont déjà fini tout le marché. Nous, les Makaya, là, on n'a pas trouvé la place dans le marché. Et puis on nous dit tout, on nous rassure tous les jours que oh, le marché est en construction pour vous. Oh, au 12, au 14, rien. Pour nous, les Makaya, on souffre. On va nourrir nos enfants. Nos enfants vont manger. On paye 500 tous les jours. Ah, à la mairie? Même le balayage va commencer aussi bientôt là. 200 encore. Rien. On souffre au 12 là, on souffre. Ces pères et mères de famille sont dans la désolation totale. Bonne initiative, mais sauf que le malheur, c'est que c'est nous le bas peuple qui payons toujours le plus lourd de cette situation. Ben, là, on nous a cassé. Maintenant, on fera comment pour revendre nos petites commerces? On va faire comment? C'est avec ça qu'on nourrit nos enfants. Nos femmes, on envoie nos enfants à l'école avec ça. Nous ne refusons pas qu'on casse, mais lorsqu'on casse, il doit avoir des mesures de précaution en avance. On prévoit que bon, si on casse à tel endroit, on peut avoir délogé ces personnes à tel endroit. Toujours pas de marché dans le PK12. En fait, le 3e arrondissement de Ntoum, il n'y a pas de marché. En somme, l'élargissement de la route, déguerpissement des commerçants, vente d'espace aux Libanais au détriment des femmes gabonaises, construction des marchés publics pour berner les Gabonais, la mairie de Bikele et de Ntoum creuserait-ils leur propre tombe? Affaire à suivre. Cette situation que vivent les commerçantes du PK12 serait due à l'opération Libérer les trottoirs diligentée par les plus hautes autorités du pays, lesquelles commerçantes ne savent plus à quel sein se vouer. Retrouvons Inès Ngunga Mombo dans ce reportage. Murs cassés, morceaux de tôle et bois à même le sol, on se croirait dans un champ de ruines à Bagdad. Mais hélas, nous sommes bel et bien au rond-point du PK12, dans le cadre de l'opération Libérer les trottoirs pour une éventuelle construction d'un mini-centre commercial dans cette partie de la ville, qui a pour maître d'ouvrage la mairie d'Ntoum. Pourquoi déshabiller Pierre pour habiller Paul? Là reste toute la question. On a comme l'impression que les autorités apprécient cette façon de faire. Ici au PK12, les engins sont à pied d'œuvre pour débarrasser ces débris, tandis que de l'autre côté, malgré les murs montés avec l'inscription arrêt des travaux, voire ANUTTC DPE BSC du 18 juillet 2017, les ouvriers sont sur le chantier, un état de fait qui laisse entrevoir le non-respect de la décision prise en amont par l'autorité de tutelle. Certains compatriotes condamnent avec la dernière énergie cette façon de faire. C'est nul. Quand on casse, c'est bien beau. On ne refuse pas qu'on casse. Mais il faut qu'on arrange. Ça fait une honte pour le pays quand même, quelque part. Hein? Quand on dit on vient casser les quartiers comme ça et tout, il y a des gens qui habitent ici, il y a des enfants. On casse, et puis à la fin, moi j'ai l'impression que ce sont les Libanais maintenant qui prennent le marché ici. Tout le monde se retrouve à la rue. Hein? Tout le monde veut vivre. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien.
On fait comment? On en est marre de voir ça. C'est une honte pour le pays. Faire semblant que les choses vont dans le pays pendant que les choses ne vont pas. C'est une honte. Ils ont cassé ici. Ils cassent ailleurs, ils cassent à gauche, ils cassent de partout. Là, on voit que les Libanais qui prennent les places, on ne comprend plus rien. On se retrouve où? Gouverner, c'est prévoir. Alors, avant de casser ou encore déguerpir, il serait mieux de prendre des dispositions pour permettre aux victimes d'avoir un site de relogement. Faisons à présent un bref tour dans la capitale économique, parler de l'ouverture de la session criminelle 2016-2017 au palais de justice de Port-Gentil. La cour d'assises pour mineurs a procédé aux différentes audiences des accusés. À cet effet, retrouvons nos confrères de Média Plus dans ce reportage. Ouverture ce jour de la session criminelle extraordinaire comptant pour l'année 2016-2017 au palais de justice de Port-Gentil. Les populations gabonaises vivant dans la commune de Port-Gentil ont pris d'assaut cette salle pour suivre avec beaucoup d'attention les différentes audiences présidées notamment par le premier président de la cour d'appel judiciaire et le procureur général près la dite cour. Parmi les dossiers soumis à la cour et son assistance en cette première journée, il y avait celui de sieur Mupiola Boussougou-Yann, accusé d'association de malfaiteurs, viol à main armée, dont les faits se seraient déroulés les 12 et 13 mars 2013, au quartier Le Champ, dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Attendu qu'il résulte de l'information et des débats, preuve suffisante contre Yann Boussougou Mupiola d'avoir à Port-Gentil, dans la nuit du 6 au 7 août 2013, en tout cas depuis moins de 10 ans, commis un attentat à la pudeur ou une agression sexuelle sur la personne de Moukita Miyindou et Livia, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis moins de 20 ans, frauduleusement soustrait des numéraires de justice des demoiselles Moussavou Andrea et Moukita Miyindou et Livia qui en étaient légitimes propriétaires. Avec cette circonstance, que la dite soustraction s'est faite à l'aide d'une arme et que l'une des victimes a subi un viol. D'avoir également, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis moins de 20 ans, commis un viol sur la personne de Moussavou André. Devant la cour, le jeune Mupiola n'a pas hésité d'avouer ses actes, notamment après un long interrogatoire, aussi bien de la cour que du ministère public, représenté par le procureur général. Ainsi, l'avocat de l'accusé s'est lui aussi illustré dans sa plaidoirie avant d'entendre le verdict de la dite cour. De vol à main armée avec viol sur la victime et viol avec violence, menace et usage d'armes. Lui reconnaît toutefois des circonstances atténuantes. En répression, le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Sur les intérêts civils, déclare la constitution de partie civile de Dame Moussavou Andrea, chimène régulière en la forme et juste au fond. Condamne Yann Mupiola Boussougou à payer à Dame Moussavou Andrea la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts. Le condamne en outre dépend. Dit que l'accusé dispose d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt. Passé ce délai, son pourvoi ne sera pas recevable. Les populations portgentillaises sont ainsi invitées à suivre de très près ces différentes audiences liées à la session criminelle extraordinaire qui s'étendra jusqu'au 12 juillet prochain au tribunal de première instance de Port-Gentil. Et après avoir procédé à différents jugements des accusés dont les âges varient entre 14 et 18 ans, la cour d'assises pour mineurs a procédé au rendu des décisions. Reportage. Les accusés dont les âges varient entre 14 et 18 ans ont été jugés en cette fin de mois de juin 2017 par la cour d'assises pour mineurs lors de la session criminelle ouverte le 28 juin dernier au palais de justice de Port-Gentil. Les procès y relatifs étaient tenus à huis clos et essentiellement focalisés sur 5 dossiers, dont 4 cas de vol avec violence et 1 cas de viol sur mineurs de moins de 15 ans. À ces faits criminels qui font obligation à l'application du code pénal, la Cour aura rendu ses décisions. Résumé ici par le patron du parquet de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil. Il y a celui du matin qui avait été condamné à 12 mois de réclusion criminelle, dont 7 assortis du sursis. Et le second, l'accusé a été condamné à 12 mois de réclusion criminelle, dont 5 assortis du sursis. Il aura donc à purger 7 mois. C'est une audience qui s'est passée en présence de leurs parents. Nous avons
attirer l'attention des parents, parce qu'il faut l'avouer, tous ces faits qui se commettent sont dus à la démission parentale. Nous avons connu encore un dossier de vol avec violence, et là il s'agit des 2 jeunes, donc il y avait 2 accusés. Et le tribunal a rendu la décision suivante, 1 an de réclusion criminelle. Un seul cas aura fait l'objet d'un certain nombre de recommandations auprès de la juridiction compétente. Le tribunal a ordonné le suivi de ces enfants-là par la direction provinciale des affaires sociales pour leur réinsertion. Et ce suivi-là se fera pendant une durée d'1 an. Les faits ou encore les actes posés par des mineurs, malheureusement, ce sont les parents qui en sont des civilement responsables. Dans le préjudice que leurs enfants ont causé à autrui, bien aux victimes, ce sont les parents qui devront payer les dommages-intérêts. Et dans le cas d'espèce, bien entendu, nous avons dans 2 dossiers dans lesquels les parties civiles se sont constituées, le tribunal a fait droit à leur demande et donc le tribunal a condamné les parents à payer les dommages-intérêts aux victimes. Au nombre de ces faits criminels, devenus récurrents dans nos sociétés actuelles, les interpellations du parquet de la République près l'audit tribunal sont adressées aux parents, principaux acteurs de la cellule familiale. Je vous l'annonçais en titre, Canal+ lance ses nouvelles chaînes sur la formule Évasion Plus avec l'arrivée dès ce jour de la chaîne A+ Sport qui parlera uniquement du sport africain dans toute sa diversité. Retrouvons Euphrem Biyogo Edzo et Fleury Asiondo dans ce reportage. A+, la nouvelle chaîne africaine 100% sport est désormais disponible sur le bouquet Canal+. Avec elle, 12 autres chaînes s'ajoutent à la liste, avec cependant 6 autres en exclusivité. Tout cela est rendu possible grâce au professionnalisme qui anime chacune des parties prenantes engagées dans cette mission exaltante. Selon le responsable local de Canal+, à travers cette programmation, A+ s'attache à offrir une offre de qualité tout en mettant en lumière les grands rendez-vous sportifs se déroulant sur le continent africain. Une nouveauté cependant avec la diffusion des matchs du championnat belge, les CAN de football toutes catégories confondues et l'afro-basket. Une occasion qui devrait permettre au sport africain de se hisser dans le haut du tableau à travers la prestation de ses acteurs. Canal+ est présent sur le continent africain depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires.
Parlons à présent de l'actualité hors de nos frontières. D'abord en Grèce, où un séisme de magnitude 6,7 a été enregistré entre la Grèce et la Turquie dans la nuit de jeudi à vendredi, ayant fait 2 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont mis en garde la population contre d'éventuelles répliques. Presse internationale. Voici les premières images du séisme réalisé par un témoin. On y voit la place où 2 personnes auraient trouvé la mort, ensevelies sous des décombres, des terrasses de café abandonnées à la hâte. Les touristes et les habitants en panique fuient vers un lieu dégagé. L'épicentre du séisme se trouve à 10 km au sud-est de la ville côtière de Bodrum en Turquie et à une quinzaine à l'est de l'île de Kos en Grèce. Ici sur l'île, la forte secousse a fait selon un tout premier bilan 2 victimes et de nombreux blessés, bilan provisoire des autorités. Le séisme est survenu en pleine nuit à 1h30 locale. La forte secousse de magnitude 6,7 a notamment fait s'effondrer le plafond d'un bar. Ce matin, un responsable des secours confirmait la mort de 2 personnes au moins, alors que plusieurs autres étaient bloqués sous les décombres. La situation est particulièrement critique car des inondations ont touché le secteur en milieu de semaine et des rues entières sont encore sous les eaux. À Bodrum, en Turquie, on dénombre 70 blessés. Un petit tsunami a été observé sur les plages de cette station balnéaire. Plusieurs répliques ont été enregistrées cette nuit. À Jérusalem, des milliers de musulmans ont une nouvelle fois prié à l'extérieur des mosquées. Depuis 4 jours, ils refusent de se soumettre aux détecteurs de métaux imposés par Israël depuis l'attaque de la semaine dernière. Presse internationale. D'un côté, des Palestiniens jetant des pierres, de l'autre, des forces de l'ordre qui font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. À Jérusalem, la tension reste toujours aussi vive à proximité de l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs. Les fidèles musulmans continuent de protester contre la mise en place de portiques de sécurité pour accéder aux lieux saints. Une décision prise par les autorités israéliennes après la mort de 2 policiers vendredi dernier, tués par balle. Dès la fin de journée, ils étaient nombreux à se réunir pour prier à l'extérieur du site. Ce n'est pas acceptable pour nous de passer à travers ces portiques pour aller prier, donc nous restons ici en signe de protestation. La journée de vendredi s'annonce à haut risque. Près de 30 000 fidèles sont attendus pour la grande prière. Les forces de sécurité israéliennes sont sur le qui-vive. Il y aura des unités supplémentaires dans différentes zones de Jérusalem, près des murs de la vieille ville, près des différentes portes et entrées, mais aussi au mont du Temple. D'abord pour permettre aux fidèles de se rendre sur le site, mais aussi pour répondre si nécessaire à toute émeute qui pourrait avoir lieu. La crise pourrait se désamorcer. Selon les médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait annoncer le retrait de ses détecteurs pour éviter tout débordement. Ouvrons la page sportive de ce journal. Les candidats au poste de futur président de la Ligue de football de l'Estuaire ont procédé au dépôt des dossiers ce jour. C'est le cas notamment de Tarcisius Binza qui, pour la circonstance, était accompagné de ses co-listiers. Euphrem Biyogo Edzo pour le reportage. Dynamiser sur 5 piliers la Ligue de football de l'Estuaire dans l'ensemble de ses compartiments, un projet ambitieux mais pas impossible que le groupe conduit par Tarcisius Binza entend mettre en œuvre s'il est élu à la présidence de cette entité au soir du 29 juillet prochain, un projet qu'il a tenu à publier à la presse devant l'ensemble de ses colistiers au nombre de 18 comme l'exigent les statuts. Un devoir qu'il a respecté à la lettre après l'officialisation de sa candidature avec à la clé le dépôt du dossier à la direction provinciale des sports basée en Toum avant de boucler ses périples par la Ligue de football de l'Estuaire. Un passé glorieux dans l'arbitrage ayant totalisé 19 ans sur les terrains de jeu du pays, Tarcisius Binza semble être l'homme de la solution
Au moment où le football provincial est confronté à diverses difficultés d'ordre organisationnel, non pas pour faute de moyens, mais par absence de personnel qualifié, dont la moralité s'avère douteuse, les exemples ne manquent pas. Quand rien ne fonctionne à la base, nul ne peut prétendre à des bons résultats, sinon tout ou presque est voué à l'échec. A-t-on coutume de dire, l'expérience s'acquiert au fil des années, halte au profito-situationniste, une nouvelle classe de dirigeants pour le football gabonais stoppera sans nul doute l'hémorragie actuelle que connaît la discipline sur l'ensemble du territoire national. C'est désormais officiel, la Coupe d'Afrique s'élargit. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a adopté l'augmentation des équipes qui passent désormais de 16 à 24 pays. Allons-y en savoir plus dans ce reportage que nous propose Yasser Nicolas Ndong. Réuni durant 2 jours en terre marocaine, le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF a adopté l'une des plus grandes résolutions, notamment l'élargissement de la Coupe d'Afrique des Nations qui passe désormais de 16 à 24 pays. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera désormais avec 24 équipes en lice, une décision adoptée ce 20 juillet lors du symposium tenu du 18 au 20 juillet 2017 au Maroc. A noter que cette décision prise du nombre d'augmentation d'équipes prend effet dès 2019. 24 équipes par rapport à 16 qui étaient avant. C'est bien, c'est avantageux pour nous. Mais le problème c'est que franchement, je ne sais pas si ça pourra nous arranger un peu. Parce que moi j'essaie de voir comme si c'était le football africain diminue d'efficacité depuis un certain moment. Bon, 24 équipes c'est pas mal, c'est bien. À cette décision s'ajoute celle du décalage du calendrier de la compétition qui devra désormais avoir lieu en juin et en juillet, afin de résoudre des conflits survenus entre des clubs européens et les athlètes lors de la compétition. Peut-être ils savent pourquoi ils ont décidé comme ça, sinon bon, en juin, en juillet, c'est pas mal aussi, parce que c'est les vacances aussi. Enfin, ça c'est mon sentiment, moi. Peut-être les professionnels qui jouent en Europe, peut-être c'est à cause de ça qu'ils ont pris la décision. En ce qui concerne les compétitions des jeunes, d'autres mesures ont été envisagées pour lutter contre la fraude d'âge et le nombre de pays participants chez les U17 et chez les U20. Arrive enfin la traditionnelle page réservée à l'expression libre qui s'interroge aujourd'hui sur ce que représente l'étoile qui figure sur le drapeau d'Israël. À cet effet, retrouvons Psaume Ayant et ses nombreux interlocuteurs. Je sais pas. L'étoile qui figure sur le drapeau d'Israël. Le quoi? L'étoile qui figure sur le drapeau d'Israël. Ah, je ne connais rien de ça. L'étoile qui figure sur le drapeau d'Israël. Non, je sais pas. Le drapeau d'Israël. Qui figure sur le drapeau d'Israël. Mais je sais pas. S'il vous plaît. Excusez-moi. Je n'ai pas de bonne mine et puis je suis en train de manger, je suis concentré. Présente l'étoile qui figure. Ah là, sincèrement, je sais pas. Aucune idée. De rien. Sur le drapeau d'Israël. Oh. Ah là, je ne maîtrise pas, franchement. Je ne maîtrise pas. Franchement, ouais. Merci. L'étoile qui figure sur le drapeau d'Israël. Les réponses, hein? Non, je ne connais pas. Sachez simplement que l'étoile qui figure sur le drapeau d'Israël représente simplement l'étoile de David. Voilà, je ne saurais clôturer cette édition d'information sans souhaiter un joyeux anniversaire à Placide Aubion qui est certainement en train de souffler cette énième bougie dans un coin chic de la capitale. Sur ce, je vous dis au revoir et restez en compagnie de nos programmes.